Catherine Côté-Simard. Je suis originaire de Montréal où j'ai fait mes études en psychoéducation. Donc, j'ai gradué mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université de Montréal. Suite à ma graduation, j'ai travaillé pendant 5 ans comme psychoéducatrice à la Fondation Mira. Donc, il y a un organisme qui entraîne des chiens pour les personnes présentant un handicap visuel, moteur ou pour les enfants autistes. Donc, moi, j'ai travaillé plus précisément pour le programme pour les enfants autistes. Donc, j'ai acquéri mon expertise plus précisément sur ce trouble. Puis, depuis maintenant 2019, j'habite en Colombie-Britannique, où j'ai travaillé pendant 4 ans comme conseillère à l'école des pionniers de Maillardville. Et puis, maintenant, je travaille à temps partiel comme suppléante euh, à l'école et je travaille également au Collège Éducacentre comme enseignante au programme d'aide pédagogique spécialisée. Donc, j'ai j'ai développé une expertise plus précisément dans le trouble du spectre de l'autisme, mais mon expérience à l'école m'a permis de développer une expertise un peu plus généraliste, étant donné que j'ai travaillé auprès de plusieurs enfants avec différents profils neurodéveloppementaux. Donc, j'ai touché un petit peu à tout. Euh, donc, je me considérerais plus généraliste que spécialiste dans un domaine ou dans le trouble du trouble de l'opposition. Mais Marie m'a lancé le défi d'offrir une présentation ce soir, alors ça me fait plaisir de le relever. J'espère que ça va répondre à vos attentes et peut-être à certains de vos questions. Donc, pour débuter, euh, on va discuter un peu de l'opposition. C'est quoi? De façon plus générale, comment on définit les comportements d'opposition. Ensuite, on va plus élaborer sur, essayer de comprendre pourquoi notre enfant ou votre enfant peut-il s'opposer. On va parler aussi du rôle des émotions qui sont impliquées dans euh, voyons, dans les comportements d'opposition. Puis, on va élaborer un peu plus sur le trouble d'opposition en soi. Ensuite, je vais vous présenter quelques stratégies et interventions. Puis, on va discuter davantage sur où aller chercher de l'aide, puis par quelle étape commencer. Donc, je tiens à vous informer que ma présentation ce soir a été montée en fonction de recherche et du spécialiste qui s'appelle Benoît Amaringer, qui a écrit 2 livres. C'est un neuropsychologue québécois qui est spécialisé, entre autres, dans le trouble de l'opposition, sur l'opposition. Donc, j'ai basé ma présentation de ce soir sur ses connaissances, ses recommandations. Donc, à la fin du webinaire, vous aurez les références, évidemment, de ce que je vous ai présenté ce soir si vous souhaitez obtenir plus d'informations. Euh, donc, l'opposition, c'est quoi? Euh, donc, d'abord, l'opposition en soi, c'est pas un trouble, mais plutôt un symptôme. Donc, les comportements d'opposition sont des réactions qui sont impulsives face à un événement qui va déstabiliser l'enfant et qui va provoquer en lui des émotions difficiles. Donc, c'est le comportement, c'est une manifestation visible et souvent dérangeante
de quelque chose d'autre, donc un événement externe qui va perturber l'enfant et qui va l'amener à un déséquilibre dans sa dynamique émotionnelle. Donc, habituellement, lorsqu'un enfant s'oppose, il va quand même chercher à plaire à l'adulte, à aimer recevoir des compliments sur son bon comportement, mais il va pas toujours arriver à contrôler ses émotions. Donc, habituellement, il y a deux phases normales d'opposition dans le développement de l'enfant. Donc, il y a le Terrible Two qu'on va appeler, que si vous avez des enfants, vous avez probablement passé par là. Donc, c'est entre 2 et 4 ans. Donc, c'est une période d'affirmation au cours de laquelle l'enfant va avoir tendance à dire non fréquemment. Donc, il va essayer de tenir tête à ses parents et il peut présenter des comportements d'opposition face aux demandes de façon un peu plus prononcée. Donc, c'est une phase qui est souvent difficile pour les parents, mais c'est une phase qui est normale et même qui est saine et importante pour le développement de l'enfant parce qu'elle va lui permettre de développer son autonomie, son individualité. Donc, s'opposer, ça lui permet d'apprendre à faire des choses par lui-même, toute seule, à sa façon. Donc, c'est une phase qui doit s'estomper dépendamment de chaque enfant, mais au plus vers 4 ans. Puis, la diade parent-enfant va à ce moment-là retrouver une harmonisation qui va être plus saine. Puis, il y a une seconde phase d'opposition qui arrive un peu plus tard dans le développement, qui est elle aussi normale et souhaitable, et c'est l'adolescence, qui peut se produire selon les jeunes à différents moments, à différents âges, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, on va dire que c'est entre 10 ans et 19 ans. Donc, l'opposition encore remplit à nouveau la même fonction, soit d'affirmer son autonomie, son individualité. Donc, l'ado, il commence à avoir des opinions qui vont être différentes de ses parents. Il va pas toujours vouloir suivre les mêmes traces que ses parents, puis il va montrer qu'il veut et qu'il peut faire des choses par lui-même. Donc, ça, c'est deux phases où on va observer plus de comportements d'opposition, mais c'est normal dans le développement des jeunes. Il y a des implications neurologiques qui expliquent, entre autres, surtout à l'enfance, les comportements d'opposition. Donc, il est important de savoir que le cerveau va commencer à se développer de l'arrière vers l'avant. Donc, avant l'âge de 5 ans, l'enfant il est confronté à des limites neurologiques. Et l'une des fonctions qui est peu développée, et qui va contribuer au comportement d'opposition, c'est l'autocontrôle. Donc, cette fonction est contrôlée par le cortex préfrontal, qui est situé à l'avant du cerveau. Puis, cette fonction agit comme un filtre. Donc, elle permet d'ajuster nos réactions et nos comportements en fonction de ce qui est socialement acceptable, comme par exemple, lorsqu'on vit de la colère, elle va nous permettre de tempérer nos réactions. Or, étant donné que cette partie du cerveau est très peu développée avant l'entrée à l'école, ça peut expliquer que les enfants vont réagir de façon plus amplifiée à des frustrations. Également, ce filtre a une deuxième fonction qui est d'accepter les délais de gratification. Donc, c'est la capacité de reporter à plus tard ce qui pourrait nous faire plaisir maintenant. Donc, par exemple, pour un enfant d'âge préscolaire, cette capacité n'est pas encore acquise. Donc, ça peut être difficile pour lui de cesser de jouer au parc pour aller manger ou cesser de regarder son émission pour aller brosser les dents ou aller au lit. Parce qu'il n'est pas capable de dire que plus tard, ça pourrait lui faire plaisir. Puis,
Donc, le développement de cette partie frontale du cerveau va se dérouler plus vers l'âge de 6 et 9 ans. Donc, avant cet âge-là, il y a des implications neurologiques qui peuvent être responsables ou expliquer les comportements d'opposition. Donc, en bref, les comportements d'opposition, c'est des actes qui sont impulsifs et irréfléchis. Ils vont apparaître en réaction à une situation et ils vont être à l'origine d'un mal-être émotionnel. Donc, l'enfant va quand même manifester le désir de plaire, le désir d'être aimé. Il va apprécier les félicitations, les compliments et il peut éprouver du regret après des disputes, après une crise. Il va être capable également d'empathie. Euh, Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi euh, un enfant s'oppose. Qu'est-ce qui peut expliquer ces comportements? Donc, il y a différents facteurs contributifs. D'abord, il y a évidemment la personnalité du jeune, son tempérament. Chaque enfant naît avec un tempérament différent, avec des traits de personnalité. Donc, un enfant qui a des traits de personnalité plus anxieux, plus contrôlants, va peut-être exprimer davantage de comportements d'opposition. Également, des retards neurodéveloppementaux. Comme j'expliquais un peu plus tôt, l'impact du cerveau. Il y a certains troubles neurodéveloppementaux qui vont causer des retards dans certaines régions du cerveau, comme par exemple le trouble du déficit de l'attention, l'autisme, j'ai de la tourette, la douance. Donc, chez des enfants avec ces diagnostics, on va parfois observer plus de comportements d'opposition qui pourraient être liés ou expliqués du moins par la façon dont leur cerveau fonctionne. Puis, il y a des facteurs de vie, donc certaines dynamiques familiales, des styles parentaux qui peuvent expliquer également l'apparition de troubles de l'opposition. Il y a également des enjeux émotionnels comme des changements d'école, naissance d'un enfant, séparation des parents. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent expliquer l'apparition de troubles de comportements d'opposition. Euh, Ensuite, il y a le psychologue, neuropsychologue Barkley qui a développé un schéma pour expliquer le cycle de l'opposition. Donc, d'abord, le jeune va vivre une situation qui entraîne des émotions. Donc, par exemple, dans une des situations qui présentaient dans le livre, c'est un jeune garçon de 8 ans, il joue à un jeu vidéo, il est très excité, stimulé, il est allumé, il est content parce que il aime son jeu vidéo, il a du plaisir, mais il est un peu aussi déçu peut-être parce que il a perdu, il n'a pas réussi à atteindre le prochain niveau dans son jeu vidéo. Donc, tout ça pour dire qu'il vit des émotions dans la situation qu'il est en train de vivre actuellement. Puis, le cycle d'opposition commence. Le parent donne une consigne ou une demande à l'enfant. Donc, par exemple, dans la situation de Juan, le père lui demande calmement de terminer sa partie de jeu vidéo, d'y mettre fin pour venir manger, se mettre à table pour souper en famille. Donc, le parent donne une consigne à l'enfant. Et l'enfant s'oppose, refuse de mettre fin à son jeu vidéo. Donc, le cycle de l'opposition est commencé. L'enfant s'oppose, le parent réitère sa demande. Donc, il lui dit un petit peu plus fermement, c'est le temps de fermer la télé. Il se met devant le téléviseur et dit, je t'ai déjà demandé une fois, c'est le temps de venir manger, ferme ton jeu vidéo.
Et puis l'enfant s'oppose, dit non, tu me laisses jamais jouer, j'ai jamais assez de temps pour jouer. Et là, on rentre dans le cycle. Donc, l'enfant s'oppose, le parent donne des arguments pour essayer de convaincre l'enfant de répondre à sa demande. Et puis là, l'enfant s'oppose, il ne veut pas, puis le parent dit, si tu m'écoutes pas, tu t'en vas dans ta chambre, puis tu n'as pas de jeu vidéo demain jusqu'au restant de la semaine. Donc, le parent donne une menace à l'enfant, puis le cycle d'opposition, plutôt que maintenant d'être initialement sur la demande, c'est rendu sur la menace. Ah, tu me laisses jamais jouer, t'as pas le droit. Et puis, c'est un cycle qui continue. Euh, donc, peut-être certains d'entre vous vivez ce cycle d'opposition à la maison. euh, donc, mais on se demande pourquoi l'enfant refuse de comprendre, pourquoi ça semble impossible de lui expliquer quelque chose qui est pourtant si simple et logique, mais de faire un jeu, venir manger. Parce que l'argumentation chez un enfant, c'est un processus qui est irrationnel et émotif. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, en appui à ce cycle d'opposition, le docteur neuropsychologue Benoît Hamaringer l'a schématisé sous le cycle de la colère. Donc, selon lui, l'opposition s'inscrit dans un cycle de colère. Alors, l'enfant se sent pas compris par son parent, donc ça entraîne de la frustration, de la colère. Le parent, en réaction à la colère de l'enfant, se sent attaqué, agressé par la réaction de l'enfant, a l'impression, un sentiment d'échec parce qu'il a demandé quelque chose à son enfant, l'enfant n'a pas répondu, le parent se sent pas entendu, écouté, puis encore une fois, l'enfant vit de la colère, ça met le parent en colère, et puis on est dans un cycle de colère. Donc la colère engendre la colère. Ce qui m'amène à vous parler du rôle des émotions dans le cycle de l'opposition et de l'importance de bien comprendre la colère, d'où vient la colère, comment elle s'explique pour essayer de mettre fin à ce cycle d'opposition auquel on fait face parfois quand on donne des consignes ou on offre une demande à notre enfant. Donc, le rôle des émotions. Donc, comprendre la colère. Donc, encore une fois, selon le docteur Benoît Hamaringer, il a fait une revue de la littérature et il a recensé 8 déclencheurs de la colère. Donc, d'abord, il a ciblé la privation d'un plaisir, l'impossibilité de combler une envie ou d'atteindre un but, comme par exemple être arrêté dans un jeu, se sentir incapable de réussir un problème. Euh, la perception d'une injustice, donc avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps de jeu, avoir l'impression que notre frère ou notre sœur a plus de privilèges, euh, le rejet et l'exclusion sociale, donc par exemple de ne pas être choisi dans une équipe de sport, de ne pas être choisi par notre ami dans un travail d'équipe, de se faire refuser de jouer à un jeu à la récréation, par exemple. La menace et le sentiment d'être attaqué physiquement ou par des reproches. Donc, comme j'ai expliqué un peu tantôt, la menace de se faire imposer une punition, de perdre un privilège. L'échec et l'humiliation, donc l'atteinte à l'estime de soi, de pas réussir un examen, de pas réussir des exercices dans un devoir, d'avoir le sentiment
d'incompétence, de ne pas être capable de rencontrer les attentes des adultes, par exemple, ou à l'école, dans les travaux académiques. L'anxiété, le stress, donc les inquiétudes, des soucis sur comment les choses vont se passer, par exemple des exposés oraux, euh, l'impression de ne pas être écouté, entendu ou compris, et l'accumulation de ces facteurs. Donc, ce sont tous des situations qui vont causer ou déclencher la colère, peu importe les enfants, les adultes, chez les individus de façon générale. Donc, c'est important et crucial même de reconsidérer notre interprétation de cette émotion. Donc, il faut essayer de comprendre que cette réaction de colère, c'est pas une attaque personnelle un, à nous-mêmes comme parents, comme adultes, mais plutôt une réaction face à un déclencheur externe, à une situation. Euh, donc, on va reparler des émotions. Ici, selon ce neuropsychologue, il a schématisé l'expression des émotions. Là, on va parler de la colère sous la courbe des émotions. Donc, d'abord, l'émotion est toujours déclenchée par une pensée ou par un événement. Et puis, l'émotion va atteindre un pic dans l'intensité qu'on va appeler la phase d'excitation. Donc, c'est le moment où elle apparaît et elle monte très rapidement en intensité. Durant cette phase, l'émotion est plus forte et la raison et la logique sont inaccessibles. Et donc, l'émotion va dominer les actions. Ensuite, c'est très exigeant, ça draine beaucoup d'énergie, vivre des émotions. Donc, rapidement, elle va retomber en phase d'émotion. Donc, l'émotion va tranquillement redescendre et la logique et la raison vont reprendre un peu plus de contrôle sur l'émotion. Comme on voit en haut, le cœur est à même grosseur que le cerveau. Donc, la logique va tranquillement reprendre le dessus. Puis, finalement, on a la phase d'apaisement. L'émotion va finir par se résorber. Euh, donc, si on revient à notre cycle de la colère, le cycle de l'opposition, le déclencheur, c'est la consigne ou la demande du parent qui va déplaire à l'enfant et l'enfant va vivre une frustration. Donc, notre déclencheur, notre pensée ou événement va être la demande ou le refus, par exemple, d'un parent. Puis ensuite, comme adulte, on va intervenir avec des explications, des arguments logiques, des raisonnements, tandis que l'enfant, lui, à ce moment-là, il se trouve dans la phase d'excitation. Alors, si on se souvient bien, dans cette phase, c'est le cœur qui nous parle, c'est nos émotions qui nous parlent. Alors, nous, comme adultes, on essaie de proposer des arguments rationnels, logiques, donc on parle avec notre tête, alors que l'enfant, lui, nous parle avec son cœur, ses émotions. Alors, personne ne se comprend, il y a des altercations, puis le conflit émerge. Donc, en bref, les conflits vont survenir souvent dans des situations qui sont fortement teintées par les émotions. L'émotion, lorsqu'elle s'installe en phase d'excitation, donc dans sa courbe au début, elle va envahir et rend indisponible la logique et la raison. Puis, en situation de conflit, le mode de résolution que nous, adultes, on va privilégier va souvent être des explications logiques et rationnelles, mais ça ne fonctionne pas, visiblement. Donc, maintenant, j'ai parlé de l'opposition plus de façon générale.
Maintenant, je vais parler un peu plus du trouble de l'opposition en soi. Comment on le définit et comment on peut le caractériser chez un enfant. Donc, selon le manuel diagnostique et le DSM-5, donc c'est le répertoire que les psychologues ou les neuropsychologues utilisent pour poser un diagnostic. Le trouble de l'opposition avec provocation est caractérisé par une désobéissance quasi généralisée et une recherche active du conflit. Donc, il y a trois catégories de comportements qu'on va retrouver dans la définition de ce trouble. On va parler d'humeur irritable et colérique. Dans cette catégorie, on va avoir comme exemple de comportement se mettre souvent en colère, facilement susceptible ou agacé, souvent fâché et plein de ressentiment. On va avoir une catégorie de comportement querelleur et provocateur. Donc, conteste ce que disent les adultes, s'oppose activement ou refuse de se plier aux demandes et aux règles, embête délibérément les autres, fait porter à autrui la responsabilité de ses erreurs ou de ses mauvaises conduites. Et puis, la dernière catégorie, ça va être un esprit vindicatif et fâché. Donc, va souvent se montrer fâché ou est porté à la vengeance. Donc, pour obtenir le diagnostic, on doit retrouver au moins 4 des comportements mentionnés précédemment pendant une période d'au moins 6 mois. Il est important de noter aussi que la fréquence des symptômes et leurs répercussions dans différentes sphères de la vie quotidienne sont importantes à considérer pour statuer sur si c'est un trouble ou non. Donc, pour recevoir le diagnostic d'un trouble oppositionnel avec provocation, faut que ce dernier occasionne une détresse chez l'individu, mais également chez son entourage. Donc, faut ça perturbe son fonctionnement social, scolaire, familial. Donc, il faut que ça ait un impact dans le quotidien de l'enfant et de sa famille. Selon les statistiques, il y a environ 5 à 6 des jeunes dans les pays industrialisés qui vont présenter un trouble d'opposition avec provocation. Puis, considérant les variables développementales qu'on a discutées un peu plus tôt, c'est à partir de l'âge de 6 ou 7 ans qu'on peut davantage observer chez un enfant les manifestations d'un trouble avec provocation, étant donné qu'avant ça, il y a trop de variables neurologiques qui peuvent venir euh, en compte. Donc, on ne peut pas dire si c'est dû aux limites du développement du cerveau ou c'est vraiment un trouble. Donc, je vais vous parler maintenant des stratégies et des interventions pour soutenir votre enfant. Donc, j'en ai ciblé quelques-unes. C'est sûr qu'il existe plusieurs stratégies. Euh, Chaque parent peut s'approprier une stratégie. Il y en a d'autres qui fonctionnent bien pour nous. Il y en a qui fonctionnent moins bien pour nous, pour notre profil. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus davantage sur chacune des stratégies que je vais vous présenter ce soir, elles sont expliquées en long et en large dans les livres que j'ai mis à la fin. Donc, je vous invite à vous y référer pour vraiment compléter les informations que je vais vous partager à l'instant. Donc, d'abord, il y a l'approche de synchronie émotionnelle qui fait référence à la courbe des émotions. Donc, c'est important de toujours avoir en tête cette courbe des émotions pour bien comprendre cette approche. Donc, l'objectif, c'est de chercher à se placer dans le même état émotionnel que la personne devant nous. Donc, de se mettre en synchronie émotionnelle avec notre enfant.
L'objectif, c'est de faire équipe avec lui et non pas de travailler contre lui. Donc, si on reprend euh, notre exemple avec Juan, d'abord, le jeune vit une émotion qui est générée par exemple, il joue aux jeux vidéo, il est très content, il a beaucoup de plaisir. Et là, il y a un élément déclencheur. L'adulte, lui, formule une demande, lui donne une consigne. Par exemple, fermer la console de jeux vidéo pour aller souper. Ensuite, le jeune n'est pas réceptif, il va vivre de la frustration, de l'irritation, de l'impatience. Et là, il va entamer sa phase d'excitation où l'émotion de colère, de frustration va atteindre un pic. Euh, donc, il va s'opposer. Et plutôt que de rentrer dans le cycle d'opposition et de parler avec notre logique, à ce moment-là, on va essayer de prendre le temps de comprendre l'émotion que vit l'enfant. Donc, plutôt que de réitérer encore avec non, je veux que tu fermes la télé, c'est le temps de venir manger, on va essayer de comprendre qu'est-ce que vivait l'enfant avant qu'on lui demande notre consigne. Donc, par exemple, dans cette situation, le père de Juan va aller le voir puis il va lui dire hey, ça a l'air trop cool ton jeu, c'est vraiment le fun, tu as l'air d'avoir beaucoup de plaisir à jouer euh, à, à Minecraft. Je comprends que ça ne tente pas d'y mettre fin maintenant, mais voudrais-tu juste mettre pause et m'expliquer c'est quoi ta mission? J'aimerais ça comprendre comme qu'est-ce qui te rend tant heureux quand tu joues à ça. Ça m'intéresse d'en savoir plus sur le jeu auquel tu joues en ce moment. Donc, on se place en synchronie émotionnelle avec notre jeune, plutôt que de lui parler avec notre logique. Donc, durant cette phase d'excitation, laisser le temps à l'émotion de redescendre en se plaçant en synchronie, en essayant de comprendre l'émotion initiale de notre jeune. Et tranquillement, l'émotion va redescendre, va s'apaiser, puis va retomber en phase d'émotion. Et par la suite, là, l'adulte va pouvoir réitérer sa demande le temps que l'émotion est redescendue. Puis, l'enfant devrait répondre à la demande lorsque l'adulte va lui redemander. Le temps va avoir passé, l'émotion va avoir redescendu durant l'échange où le parent va s'intéresser à l'émotion de son enfant. Puis, le parent va pouvoir lui dire hey, c'est super intéressant, mais là, le souper va refroidir. Si on ne va pas manger maintenant, mets ton jeu sur pause, puis on va retourner le terminer après le souper. L'enfant devrait répondre davantage à la demande puisque son rationnel a repris le dessus pendant que le parent se mettait, s'intéressait à l'émotion qu'il vivait au début. Donc, l'objectif de cette approche, c'est de faire équipe avec le jeune et il faut toujours garder en tête la courbe émotionnelle et se dire qu'il faut que la phase d'excitation soit passée avant de proposer des arguments qui sont rationnels, avant de proposer des solutions à notre jeune. Ensuite, on suggère du temps de qualité et de l'attention positive. Évidemment, euh, en tant que parent, on manque de temps avec le travail, tout ce qu'on vit dans notre quotidien. Donc, c'est sûr que des fois, on prend peut-être pas le temps, on vit les devoirs, la routine, tout ça. Donc, on oublie des fois de passer du temps de qualité, c'est-à-dire de trouver un moment qui est dédié à l'enfant. Donc, il n'y aura pas nécessairement de règles à suivre ou de tâches à accomplir. L'objectif, c'est vraiment de
renforcer le lien parent-enfant. Euh, donc, il faut essayer d'exclure les temps consacrés aux devoirs, superviser le bain, ranger sa chambre. On va éviter aussi des jeux gagnants-perdants parce que ça peut créer des frustrations. Donc, par exemple, ça peut être des Legos, casse-tête, jouer à des voitures selon l'intérêt de votre jeune, mais il faut essayer de se dire que c'est un moment où il n'y a pas de règles, c'est vraiment pour avoir du plaisir avec notre enfant. Donc, durant ce moment-là, on va essayer de lui accorder de l'attention positive, on va essayer de le surprendre à bien se comporter et on va le souligner. Donc, on va éviter les félicitations teintées de reproches, par exemple, hey, ça s'est super bien passé, tu t'es pas fâché pendant le jeu, bravo. On va éviter de rappeler comme des comportements qui peuvent survenir à d'autres moments. On va essayer vraiment de miser juste sur le positif, l'importance de développer un lien de confiance. Donc, parfois, pour certains jeunes avec un trouble de l'opposition, un réel trouble d'opposition, ça va être difficile d'accepter les félicitations. Alors, on va essayer de féliciter plus discrètement, peut-être moins devant d'autres personnes, de le faire moins dans un directement après le Hey, bravo, t'as super bien fait ça. On va y aller plus avec un petit délai dans un moment qui est inopportun pour Hey, je voulais juste te dire finalement, tantôt quand on jouait ensemble, hey, j'ai vraiment eu du plaisir, puis c'était vraiment le fun de jouer ensemble, d'essayer d'y aller un peu plus discrètement. Par exemple, quand on lave la vaisselle ou à des moments qui n'ont pas trop de signification. Également, donc c'est important de développer un lien de confiance parce que l'enfant va essayer d'aller chercher de l'attention négative par son opposition. Donc, quand on est dans un cycle d'opposition, le parent donne de l'attention à son enfant. Euh, Puis, l'enfant de nature cherche à obtenir de l'attention des adultes. Donc, si on est dans ces cycles d'opposition, sans s'en rendre compte, on renforce ces comportements. Donc, le but, c'est de renforcer tous les petits moments positifs qu'on peut vivre avec eux pour que l'enfant voit que, justement, il est capable d'aller obtenir de l'attention positive de l'adulte à des moments où il fait bien, où il réussit bien. Ensuite, il y a le système de renforcement. Probablement que certains d'entre vous le connaissent déjà. Euh, donc, le système de renforcement, c'est l'objectif, c'est de cibler des objectifs en échange de un renforcement de quelque chose de plaisant, de positif. Donc, un comportement qui va entraîner une conséquence agréable ou un sentiment de plaisir a beaucoup plus de chances d'être reproduit ultérieurement qu'un comportement qui est ignoré ou qui entraîne une conséquence négative ou désagréable. Donc, pour avoir un système de renforcement idéal, il faut cibler peu d'objectifs à la fois. Donc, si un enfant environ de 4 à 6 ans, on va suggérer 2 objectifs maximum par jour. Chez un enfant de 7 à 8 ans, 3 objectifs, puis 9 à 12 ans et plus, 3 à 4 objectifs par jour. Donc, il faut cibler des objectifs qui sont concrets et mesurables. Donc, il faut être capable de dire, par exemple, à 7 heures, tu dois être sorti du lit. Ça pourrait être un objectif. Par repas, tu dois manger au moins une portion de légumes. Encore une fois, c'est mesurable. Euh, à 19 heures, on est assis à table
pour souper. Euh, donc, c'est ça, des exemples d'objectifs selon les défis de notre enfant ou des défis qu'on vit au quotidien. Il faut formuler les objectifs de façon positive pour orienter l'enfant vers ce qu'on s'attend de lui et non pas vers ce qu'on ne veut pas voir. Donc, on veut essayer d'insister pour euh, qu'on veut voir. Donc, euh, tu dois plutôt que tu ne dois pas crier après ta sœur, par exemple. Il faut que le système de renforcement soit visible et accessible. Donc, faut il pourrait être dans la chambre, il pourrait être sur le frigo. Donc, il faut que l'enfant puisse pouvoir s'y référer visuellement. Et puis, on va suggérer de récompenser l'enfant quand il rencontre les objectifs qu'on a ciblés en deux temps. Donc, le, le premier renforcement, la première récompense, on va dire que c'est une récompense qui est symbolique. On va la remettre automatiquement dès que le comportement qu'on veut voir apparaît. Donc, ça peut être un autocollant, ça peut être des jetons avec une félicitation verbale, avec une tape dans la main, je suis fière de toi, bravo. Puis ensuite, la récompense en deuxième temps, c'est que l'enfant va utiliser ses jetons, utiliser ses collants, donc selon le nombre défini qu'on aura décidé en tant qu'adulte, l'enfant pourra s'acheter un privilège avec ce qu'il aura obtenu, par exemple, le nombre d'autocollants. Donc, pour les enfants de 4 à 7 ans, on va recommander que le privilège soit donné le jour même. Donc, par exemple, pendant la journée, on se dit qu'il faut que l'enfant atteigne 4 fois notre objectif pour pouvoir s'acheter un privilège. Euh, Puis, pour les enfants un petit peu plus vieux, donc 8 à 12, on peut suggérer que le privilège peut être remis à la fin de semaine. Donc, par exemple, à chaque jour, si tu accumules 2 jetons, tu en as 10 pendant la semaine, tu peux t'acheter un privilège. Euh, Ensuite, on va essayer de choisir des privilèges, quelque chose de spécial, une activité avec nous, plutôt que de donner un objet, donner un jouet ou quelque chose de matériel. Par exemple, ça pourrait être avoir une... C'est sûr qu'il faut y aller vraiment avec les intérêts de votre jeune. Y aller avec qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le motiverait à vouloir atteindre son objectif. Donc, ça pourrait être, par exemple, avoir une armoire avec des desserts spéciaux que d'habitude dans la semaine, on n'a pas accès. Donc, si il a atteint son nombre de jetons ou d'autocollants requis, il peut avoir accès à cette section des desserts et choisir un dessert pour manger après souper. Ça pourrait être la permission de se coucher plus tard le soir ou avoir plus de temps de télévision ou de jeux vidéo. Si ça, par exemple, chaque jeton accumulé donne 5 minutes de plus. Comme je disais un peu plus tôt, le privilège doit être suffisamment stimulant pour inciter l'enfant à modifier son comportement. On va recommander aussi que on le personnalise. Donc, si par exemple l'enfant a des frères et sœurs, on va essayer de en faire un personnalisé pour chacun si chacun en a besoin d'un, pas d'en faire un comme tout le monde. Euh, Ça va éviter la comparaison entre la fratrie. Et puis, c'est important d'avoir de la constance. Donc, c'est primordial d'appliquer systématiquement le privilège, le renforcement promis à l'enfant afin de voir l'efficacité de cet outil-là.
Euh, on peut être aussi dynamique, tu sais, avoir, par exemple, au début de l'année, en famille, on écrit plusieurs objectifs qu'on veut travailler, on les met à jour pendant l'année, puis à chaque mois, le premier du mois, on pige un objectif, puis c'est l'objectif qu'on veut travailler pendant le mois. Donc, on peut rendre ça un peu plus dynamique, puis un peu moins comme routinier ou tout le temps. Faut que ça soit, faut qu'il y ait, que ça bouge, puis que l'enfant s'y, y adhère. Donc, c'est ça le plus important. C'est important aussi de l'impliquer s'il est en âge de pouvoir discuter, de pouvoir choisir avec vous. C'est important de l'impliquer dans la création de cet outil-là. Euh, Maintenant, donc là, je vous ai parlé plus des stratégies qu'on va dire positives. Euh, Maintenant, on va discuter un peu plus de l'intervention qu'on va dire punitive. Évidemment, faut faire attention avec ces approches-là. Puis on va souvent les utiliser en dernier recours. Donc, on va essayer de prioriser ces interventions-là dans des situations où l'enfant va adopter des comportements inacceptables qu'on veut faire cesser, comme par exemple le manque de respect, les insultes envers les parents, envers la fratrie, l'agressivité physique envers, encore une fois, les parents, envers la fratrie, le bris d'objets, les menaces qui peuvent impliquer de l'agressivité contre quelqu'un ou quelque chose. Puis, c'est important en famille, comme parent, de dire, moi, à la maison, ces comportements-là, ce ne sont pas des comportements qui sont acceptables, évidemment. Ils ne sont pas tolérables et on va de discuter de ça à un moment qui est propice. Par exemple, s'il y a un souper de famille qui se passe bien, on va décider en famille que ces comportements-là, c'est pas acceptable. On veut y mettre fin. C'est pas des choses qu'on veut voir dans notre maison, dans notre lieu familial. Euh, donc, la première, c'est la méthode du 1, 2, 3, retrait. Donc, comme on disait un peu plus tôt, l'argumentation, c'est le carburant de l'opposition. Donc, ça nourrit l'opposition, ça nourrit le cycle. Donc, si on coupe l'argumentation, on va couper l'opposition. Évidemment, je l'ai donné un peu plus tôt une stratégie de synchronie émotionnelle qui est évidemment qu'on essaie de prioriser, mais dans une situation où l'enfant pourrait, surtout dans des situations où un enfant va présenter un réel trouble de l'opposition, qui vont constamment chercher à provoquer, à avoir le contrôle sur les décisions ou avoir le dessus sur leurs parents. C'est plus dans des situations comme ça qu'on va encourager cette méthode-là. Mais si la méthode de synchronie émotionnelle fonctionne, puis que votre enfant ne va pas automatiquement adopter des comportements violents ou destructeurs, on va essayer d'utiliser l'approche de synchronie émotionnelle. Mais pour la méthode 1, 2, 3 retrait, euh, d'abord, on donne notre consigne, on offre notre demande à l'enfant. L'enfant s'oppose, ne veut pas y répondre. On le répète une seule fois, avec un ton un peu plus ferme. Puis, si l'enfant s'oppose à cette deuxième demande, on cesse l'argumentation. Puis, on compte jusqu'à 3 pour laisser une deuxième chance à l'enfant. Puis c'est vraiment un 3, c'est ferme. C'est dans un, 2, 3. Si l'enfant ne répond toujours pas à la demande, on va retirer l'enfant dans un espace qui est calme. Donc, l'objectif, encore une fois, le retrait, c'est pas pour punir ou pour briser le lien,
mais c'est vraiment pour offrir un temps à l'enfant de, dans sa courbe d'excitation, qu'il puisse retrouver sa phase d'émotion, sa phase d'apaisement. Donc, ça doit être principalement utilisé pour que l'enfant se calme, puis retrouver une ouverture pour pouvoir rediscuter avec lui. Donc, c'est une approche, c'est important, c'est de maximum retirer l'enfant pour 10 minutes. Donc, je sais pas si à la maison, vous avez des endroits, vous pouvez créer un endroit à la maison où c'est le coin où on se retire. Mais idéalement, la chambre, faut pas que ça soit associé non plus négativement à ce moment-là pour pas créer des effets néfastes sur, par exemple, le sommeil de l'enfant ou tout ça. Donc, c'est important de, quand l'enfant est en retrait, de couper toutes les interactions avec vous. Et ensuite, après le 10 minutes, à ce moment-là, on peut rétablir le lien avec chaleur, sans rancune envers notre enfant. On retourne le voir pour euh, lui expliquer la situation, pour prendre le temps d'écouter son émotion, de lui montrer qu'on est bienveillant, puis qu'on ce cadre-là était pour lui offrir un temps de calme et non pas pour le punir de quelque chose. Donc, évidemment, c'est une approche qui est très cadrante. Puis c'est ça, comme je disais, c'est efficace principalement et surtout avec les enfants qui sont atteints d'un réel trouble de l'opposition. Euh, et ensuite, dans les autres approches qu'on va dire peut-être un peu plus punitives, euh, hausser le ton, donc s'affirmer pour faire respecter une consigne. Donc, une voix plus forte, plus grave. Puis quand je dis hausser le ton, ça ne veut pas dire crier ou hurler après l'enfant. C'est vraiment plus pour attirer l'attention de l'enfant sur le fait que la demande qui vient d'être faite, elle est sérieuse, elle est effectuée sur un ton de voix qui est ferme et autoritaire, et ça va permettre à l'enfant de comprendre qu'il vient de, de se rendre à une limite que, comme parent, on n'accepte pas. Et que cette limite-là n'est pas flexible, c'est un choix du parent, c'est vous qui êtes l'autorité à la maison, c'est vous qui prenez les décisions et c'est votre rôle d'imposer certaines limites et certains cadres à la maison. Donc, de hausser le ton peut, ça vous, c'est s'affirmer et ça indique que les limites sont claires, où l'enfant doit s'arrêter. On peut aussi, ça peut être le retrait d'un privilège. On peut également, de façon naturelle, il y a des conséquences qui sont reliées à nos actions. Donc, on va dire une conséquence naturelle. Par exemple, si l'enfant était fâché, lance son verre de lait, brise la télécommande de la télévision, brise la télévision, on peut cibler une conséquence qui va être reliée directement à son action, comme par exemple, si briser la télévision à la maison, on va se dire, bon, la télévision, elle vaut 100 $. Donc, pour rembourser, pour que je puisse payer la facture de la nouvelle télévision, va falloir que tu fasses des tâches à la maison comme quand tu vides de la vaisselle, c'est comme si tu gagnais 5 $ pour rembourser la télévision. Donc, faire des tâches qui vont accumuler de l'argent fictif pour redonner aux parents pour qu'ils puissent procurer une nouvelle télévision. Puis, il y a une méthode aussi qui le neuropsychologue Benoît Maringer a créée. Donc, c'est la méthode du retrait de jetons. Donc, selon cette méthode, à lui, c'est l'objectif, c'est de faire disparaître un comportement qui est désagréable, donc inacceptable chez l'enfant.
Donc, encore une fois, un peu comme le système de renforcement, il faut que le comportement qu'on veut voir disparaître soit formulé de manière claire et mesurable. Donc, dans cette méthode, on va, dans un pot, au début de la semaine, on va mettre un nombre de jetons. Puis, chaque jeton va avoir une valeur. Par exemple, 2 minutes de jeu vidéo ou, par exemple, d'une activité que l'enfant aime beaucoup. Puis, à chaque fois que le comportement non désiré va se produire, on va retirer un jeton du pot. Puis, à la fin de la semaine, on va calculer le nombre de jetons qui restent, puis la valeur de ces jetons va être le résultat de ce que l'enfant aura droit. Par exemple, il reste 10 jetons. Chaque jeton vaut 2 minutes de jeu vidéo. L'enfant va avoir droit à 20 minutes de jeu vidéo le samedi, par exemple. Donc, ça va être important de vraiment respecter le résultat euh, final de cette méthode pour que ça fonctionne. Alors, ça fait le tour pour les stratégies et interventions. Maintenant, on va parler plus de où et comment aller chercher de l'aide. Donc, avant de diriger des interventions, c'est vraiment important de s'assurer d'avoir le bon diagnostic, de connaître les causes sous-jacentes à ce dernier. Donc, est-ce que c'est des comportements d'opposition? Est-ce que c'est un trouble de l'opposition? Est-ce que c'est un trouble de déficit de l'attention qui cause des comportements d'opposition? Donc, c'est vraiment important d'avoir le bon diagnostic, d'avoir le bon pronostic pour cibler les bonnes interventions, puis assurer un bon suivi. Donc, d'abord et avant tout, il faut consulter un professionnel qualifié. Bon, dans le système ici en Colombie-Britannique, on a accès à des conseillères, à des psychologues, ça peut être des travailleurs sociaux. Ou des fois, la porte d'entrée la plus facile aussi, ça va être de consulter notre médecin de famille pour lui faire part de la situation difficile que l'on vit, de la dynamique d'opposition, puis les difficultés qui persistent dans la famille. Puis le professionnel va, selon ses observations, selon ses impressions cliniques, il va suggérer de procéder à une évaluation plus approfondie, donc à l'aide de tests standardisés pour mieux comprendre le profil de l'enfant, puis définir est-ce que c'est de la douance, est-ce que c'est un trouble du déficit de l'attention, euh, est-ce que c'est vraiment un trouble de l'opposition avec provocation ou c'est un autre trouble qui explique ces difficultés oppositionnelles. Puis ensuite, il va y avoir la mise en place d'un suivi, des interventions, du soutien à la maison pour, en faisant état de la situation, on peut mieux cibler les causes puis les raisons qui vont expliquer les comportements de notre enfant. Donc, ici, j'ai fourni quelques sites Internet sur lesquels on peut chercher pour trouver un psychologue, un conseiller, un spécialiste. Par exemple, si c'est sur, on peut cibler différents critères sur ces pages de recherche en fonction de nos besoins, en fonction de nos difficultés vécues. Est-ce qu'on veut que le professionnel soit francophone? Est-ce qu'on se débrouille mieux en anglais? Dans quelle région on vit en Colombie-Britannique? Donc, on peut, à partir de ces plateformes, essayer de trouver le professionnel qui va le mieux répondre à nos besoins de famille. Puis, finalement, j'ai indiqué ici les ressources, les différents livres. Les deux premiers, c'est les deux livres de Benoît Hamaringer. Sinon, les autres livres, c'est plus sur des trucs, stratégies pour consolider la relation avec vos enfants, euh, des stratégies pour mettre en place la discipline, l'autorité à la maison, euh,
puis finalement le site web de la clinique d'évaluation et d'intervention du docteur Anna Ringer. Et, euh, et voilà, ça fait le tour pour la présentation de ce soir.